Salut à tous et bienvenue sur ma deuxième vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer à vous parler du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, donc les composants informatiques, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour tous les retours positifs que j'ai eus sur ma première vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Donc ça me motive également à continuer ce genre de vidéo, donc voici la deuxième. J'espère qu'elle vous plaira autant que la première. Alors, dans un premier temps, je voulais vous faire une vidéo sur l'assemblage d'un ordinateur de bureau, mais j'ai pensé qu'il valait peut-être mieux vous parler tout d'abord des composants informatiques, vous expliquer leur rôle au sein d'une machine. Donc les composants, c'est par exemple une carte mère, une alimentation, une carte graphique, la mémoire vive, etc. Voilà, donc ça vous permettra peut-être de savoir de quoi je parle quand on fera la vidéo ensemble sur l'assemblage et de se perdre dans des explications trop techniques pendant l'assemblage. Donc, on va commencer par les processeurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a deux marques principales pour ces derniers. Il y a du Intel, voilà un processeur Intel, et un processeur AMD. La question est de savoir à quoi servent ces processeurs. Donc, tout simplement, ils servent à l'échange de données entre les différents composants informatiques, que ce soit la carte graphique, le disque dur ou encore la mémoire vive. Voilà, donc il va réceptionner en fait les instructions de ces composants, il va les interpréter, les coordonner, et à partir de là, il va pouvoir exécuter les programmes. On peut comparer un peu le processeur au cerveau humain. La principale caractéristique d'un processeur est sa fréquence, autrement dit sa puissance. C'est elle qui va déterminer sa capacité à prendre en charge et à traiter les différentes instructions reçues par les autres composants informatiques. Sa valeur se traduit en gigahertz. Donc gigahertz, c'est le petit GHz qu'on voit sur les fiches produits à côté du nom du processeur. Par exemple, un processeur 3 GHz va être capable d'effectuer 3 milliards d'opérations en une seule seconde. C'est assez impressionnant pour un petit composant comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il est tellement important. Il y a également d'autres critères à prendre en compte, bien sûr, pour déterminer la puissance d'un processeur. Par exemple, sa mémoire cache, le fait ou non qu'il y ait de l'hyperthreading, ce qui permet en fait au processeur d'effectuer plus d'opérations en moins de temps, et également le mode turbo par exemple d'Intel qui permet au processeur de passer sur une fréquence plus élevée temporairement pour certaines tâches qui le nécessitent. Donc un processeur i3 par exemple 8100 d'une ancienne génération, donc qui a 3,6 GHz au niveau de la fréquence, sera moins puissant qu'un Core i3 par exemple 10100U de la nouvelle génération avec également 3,6 GHz. La carte mère est considérée comme l'élément central d'un ordinateur. C'est elle qui va permettre de faire le lien entre tous les composants informatiques et de faire transiter toutes les informations entre eux. Alors, première chose à savoir sur les cartes mères, c'est qu'on ne peut pas y installer n'importe quel processeur. Je vous ai parlé juste tout à l'heure de deux marques principales qui sont AMD et Intel. Par exemple, cette carte mère est une carte mère AMD, donc je ne peux installer que le processeur AMD. Pour installer mon processeur Intel, il me faudra une autre carte mère avec un socket différent de celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, sur une carte mère, il y a beaucoup de choses. Vous avez tout d'abord ici l'emplacement qui va permettre d'accueillir un processeur sur lequel on va pouvoir mettre un ventilateur pour dissiper la chaleur. Juste au-dessus, donc on a les deux slots pour les barrettes de mémoire vive. Alors il peut y en avoir plus selon les cartes mères. Ici, donc on a l'alimentation électrique qui va venir se brancher avec un connecteur 24 pins. Ce connecteur, il va servir à alimenter la carte mère et tous les composants qui y sont liés. L'alimentation électrique va également venir se brancher ici, mais avec un 8 pins cette fois. Ce connecteur sera en fait dédié à l'alimentation du processeur. Ensuite, nous avons ici un petit connecteur pour les SSD M2, qui sont beaucoup plus rapides que les SSD SATA. Les SSD SATA vont venir se brancher ici, ou pour les disques durs ou les lecteurs graveurs DVD. Ici, nous avons le connecteur pour la carte graphique, donc la carte graphique qui va servir, qui va plutôt permettre l'affichage sur votre écran, entre autres. Ici, nous avons des petits slots d'extension, donc qui permet par exemple de brancher des cartes réseau ou des cartes Wi-Fi. Nous avons ensuite ce qu'on appelle le panneau d'entrée. Donc ce panneau,
C'est ces quelques prises que vous voyez à l'arrière de votre boîtier quand la carte mère est montée dedans. C'est là où vous branchez donc tous vos périphériques USB ou votre écran par exemple. Donc on a ici les prises de son. Là on a la connexion réseau Ethernet. En dessous nous avons deux prises USB en 2.0. À côté les quatre prises bleues c'est de l'USB 3.2. Ces trois prises-là sont dédiées à l'affichage, donc vous reconnaissez ici l'HDMI, le DVI-D et le VGA. Ces deux prises, donc la verte et la violette, c'est pour les anciennes souris et les anciens claviers, c'est des prises PS2, la verte pour la souris et la violette pour le clavier. La mémoire vive, qu'on appelle également la RAM, c'est ce qu'on appelle une mémoire à court terme. C'est-à-dire qu'en fait, elle va servir à stocker temporairement des données qu'on a besoin immédiatement pour ouvrir des programmes. Par exemple, quand vous lancez votre système d'exploitation, donc Windows 7 ou 10, ce système se charge en fait dans la mémoire vive, ainsi que tous les programmes qu'on va lancer ensuite, que ce soit du Office, des logiciels de gestion ou autres, tout se charge sur cette mémoire vive temporairement pour qu'on puisse travailler. C'est pourquoi plus vous avez de RAM, plus votre ordinateur va être rapide ou plutôt fluide. En fait, il va vous permettre de charger plusieurs programmes en même temps si vous en avez besoin. Donc la mémoire vive, elle se mesure en gigaoctets au niveau de la capacité. Donc vous pouvez avoir 4, 8, 16, 32, etc. au niveau des gigas. Plus vous en avez, plus ce sera rapide. Il faut également faire attention à la fréquence. Plus la fréquence sera élevée, plus elles seront rapides également. Donc il faut savoir qu'actuellement les fréquences les plus utilisées, on va dire, c'est entre 2333 et 3200 voire 3600 MHz. Et sur ces mémoires vives, nous sommes donc actuellement sur la norme DDR4 qui est venue remplacer la norme DDR3. Donc deux avantages à ça, donc il faut savoir que la fréquence maximale d'une DDR3 est la fréquence minimale d'une DDR4. Et nous avons également pas mal gagné en consommation sur les DDR4. Contrairement à la mémoire vive, le disque dur, lui, est une mémoire à long terme. Alors j'aime bien comparer en fait ces deux composants à une bibliothèque, c'est la raison pour laquelle je me suis mis devant une bibliothèque. Je vais vous expliquer très rapidement et ça va vous paraître très simple à comprendre la différence entre la mémoire vive et le disque dur. Alors on va comparer les programmes informatiques aux livres. Les livres sont généralement rangés dans une bibliothèque, la bibliothèque faisant office de disque dur ou d'espace de stockage. Si vous avez envie de lire un livre, eh bien vous allez prendre le livre. Vous n'allez pas le lire comme ça ici dans la bibliothèque. Vous allez le prendre, vous allez vous poser sur un espace de travail, donc sur une table peut-être, qui fera office de mémoire vive en fait. Donc on va charger le livre dans la mémoire vive, on va le lire et quand on aura terminé, eh bien on le rangera à nouveau dans la bibliothèque ou dans l'espace de stockage. Et donc une fois qu'on a rangé ce livre dans l'espace de stockage sur le disque dur, la mémoire vive, elle, peut se vider. Il n'y a plus rien, elle est prête à accueillir un nouveau programme. Donc plus vous avez de mémoire vive, plus votre table va être grande. Vous pourrez charger donc plus de programmes en même temps. Tout comme l'espace de stockage, plus il va être grand, plus vous pourrez ranger de livres ou de programmes. La principale caractéristique d'un disque dur ou d'un SSD est bien sûr sa capacité de stockage. Elle se mesure en gigaoctets ou en téraoctets. 1000 gigas équivaut par exemple à 1 téraoctet. Alors les standards actuels sur les disques durs, on est à peu près entre du 1 téra et du 4 téra. Les SSD, on est plus entre du 128 gigaoctets et du 1 téra. Alors c'est des standards, il existe bien entendu des disques durs et des SSD plus petits et plus grands. Les disques durs sont en train de disparaître au profit des SSD. Alors pas totalement parce que le coût au giga est encore largement moindre pour les disques durs, à peu près moitié moins cher qu'un SSD, mais les SSD sont beaucoup plus rapides. Un SSD SATA est à peu près entre 8 et 10 fois plus rapide qu'un disque dur. Un SSD M2 en PCIe est à peu près 30 fois plus rapide qu'un disque dur. Donc c'est assez colossal, ce qui explique que le disque dur disparaît peu à peu. La configuration idéale aujourd'hui est donc d'avoir un SSD pour le système d'exploitation et tous les programmes dont vous aurez besoin. Ça permettra de les lancer très rapidement et d'avoir à côté de ça un disque dur pour le stockage. Alors voici un bloc d'alimentation tout à fait standard. Vous reconnaissez ici la prise sur laquelle vous reliez donc votre prise qui arrive du mur. C'est celle-ci qui va se charger d'alimenter tout votre PC.
Alors bien sûr, ça fait un gros paquet de câbles comme ça. Je vais vous en montrer 2-3. Donc on a ici donc, le fameux câble d'alimentation VET 4 pins, ce que je vous ai montré sur la carte mère tout à l'heure. C'est celui qui va venir se brancher dessus. Nous avons également, alors ici on a le fameux câble d'alimentation qui va venir alimenter le processeur. Donc c'est le 8 pins. Ensuite nous avons ici toute une collection donc, de câbles SATA qui va nous servir en fait à brancher tout ce qui est disque dur et SSD en SATA, donc c'est cela. Il y a également dessus des prises qu'on appelle Molex, qui permet en fait de brancher les anciens disques durs ou les ventilateurs de boîtier par exemple. Et nous avons encore donc ce type de prise là qui est en 6 et en 8 pins, qui permet d'alimenter la carte graphique. Quand on a une grosse carte graphique qui consomme beaucoup, eh ben, elle a besoin d'un petit coup de main en fait, de l'alimentation. La carte mère ne suffit pas à l'alimenter, donc on branche encore ça sur la carte graphique. Alors bien sûr, quand vous allez relier votre alimentation au courant de votre maison, celle-ci va recevoir donc du 220 volts en alternatif, ce que n'aiment pas du tout les composants, forcément. Donc celle-ci va se charger en fait de transformer ce 220 volts en courant continu, donc en 12 volts, en 5 volts et en 3,3 volts, les tensions qui sont utilisées par les différents composants. Alors ce qu'il faudra surtout bien regarder lors du choix d'une alimentation, c'est sa puissance qui est exprimée en watts. Plus il y aura de watts, plus elle sera capable d'alimenter votre matériel. C'est-à-dire que si vous devez vous faire une machine pour le jeu avec 2 cartes graphiques, un gros processeur, une multitude de disques durs pour le stockage, eh bien il va falloir partir sur une alimentation assez costaud en watts. Sinon, en fait, tout simplement, vous n'aurez pas assez de jus pour alimenter tout ça. Dès que vous allez lancer une grosse application 3D ou un jeu avec des graphismes ultra poussés, en fait, le PC il va couper net parce qu'il n'aura pas assez de jus pour tout traiter. Alors que pour une utilisation bureautique, par exemple, donc pour aller sur Internet ou faire quelques documents Word, Excel, eh bien une alimentation assez petite, une 350 watts par exemple, suffira largement. Donc je ne vais pas plus rentrer dans les détails pour les alimentations, il y a une histoire après de rendement et de certification, ça va être un petit peu trop technique. Voilà, donc en gros, voilà comment fonctionne une alimentation pour votre PC. Et le dernier composant que je vais maintenant vous présenter, il s'agit de la carte graphique. Sa fonction première, elle est assez simple, c'est elle qui va vous permettre l'affichage sur votre écran via par exemple ces prises-là. Ici, on a une prise VGA, HDMI et DVI. C'est aussi grâce à elle que vous allez pouvoir plus facilement effectuer de la modélisation 3D ou par exemple afficher les graphismes des derniers jeux vidéo. Alors bien sûr, on va choisir sa carte graphique selon l'utilisation qu'on aura de l'ordinateur. On ne va pas choisir la même carte graphique pour un ordinateur dit de bureautique que pour un ordinateur de jeu qui a besoin de beaucoup de calculs, beaucoup de puissance pour afficher les graphismes ultra poussés. Donc dans une carte graphique, on va trouver 2 composants principaux, ce qu'on appelle le GPU, donc qui va se charger en fait d'effectuer tous les calculs graphiques 2D ou 3D. Et à côté, nous avons la mémoire qui va se charger en fait d'échanger des données temporaires avec ce GPU et qui ensuite va se charger de transmettre les images à votre écran. Comme pour le processeur, on mesurera la performance du GPU par sa fréquence. Donc plus elle sera haute, plus elle sera puissante. Quant à la mémoire vive, eh bien, on prendra en compte le nombre de gigaoctets bien sûr, le type de mémoire et la fréquence. Alors c'est une pièce également qui a tendance à beaucoup chauffer du moment qu'on lance de la modélisation 3D ou quand on a besoin de graphismes assez poussés dans les jeux, eh bien la carte va pas mal chauffer et il faut prévoir un bon refroidisseur. Alors ça c'est une petite carte pour la bureautique, donc le refroidisseur est un refroidisseur ce qu'on appelle passif, donc il y a juste un radiateur sans ventilateur. Les grosses cartes graphiques ont généralement des gros radiateurs et jusqu'à 3 ventilateurs dessus pour bien évacuer toute la chaleur. Et voilà, nous avons fini ce rapide tour d'horizon des différents composants qui servent à assembler une machine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!